غدار دي نيوز. مرحبا بكم في غدار دي نيوز. نكملوا النص ساعة الثانية اللي قلنا باش نخصوها للمستجدات الوضع في غزة، وتحديدا هذه الحرب المستمرة منذ تقريبا 7 أشهر. نعرفوا أنه اليوم يعني في انتظار المفاوضات اللي قاعدة مستمرة، إمكانية الهدنة من عدمه، هل ستقف الحرب أم لا؟ نحاولوا نشوفوا اليوم التحركات اللي تبدلت. شفنا شوارع عدة مدن عالمية كانوا الناس تهبط للشارع وتحاول تأثر على القرارات ومحاولة للضغط خاصة على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. انتقلت هذه الوسيلة التعبيرية إلى الجامعات، واليوم حاضر معي سعيدة جدا باستقبال وأمين سنوسي، هو كما قلت شاب تونسي لكن صوتنا وخاصة الخبرة السياسية الجديدة اللي موجودة عنده واللي هي من داخل البرلمان الفرنسي. خليكم تكتشفوا معنا ضيفنا اليوم. غدار دي نيوز. Radar des News, notre invité Amin Snoussi, collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale française, auteur, analyste politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'accueil. Donc on va parler bien sûr de la guerre, cette guerre féroce qui dure depuis 7 ans, menée par l'État hébreu à Gaza. Israël garde toujours Rafah dans le viseur et compte bien sûr lancer l'assaut sur la ville de Rafah. Une guerre qui a mis en examen la liberté d'expression depuis le 7 octobre d'ailleurs. On a vu ça dans la rue, les parlements un peu partout et même au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça devient maintenant l'objet des manifestations au sein des universités. On a vu dernièrement les manifestations qui se déroulent à Sciences Po Paris. On va écouter quelques extraits pour avoir une idée sur les slogans et surtout les propos des participants. Et on revient avec vous pour l'évaluation et la lecture. Dans la tradition de Sciences Po, qui en général prend position, condamne les violations du droit international, ne l'a jamais fait pour ce que Israël est en train de faire en Palestine. On demande à ce que Sciences Po le fasse. Je suis vraiment là pour être à vos côtés et plutôt pour vous entendre et pas l'inverse. C'est à vous de nous livrer un message, c'est à nous de vous écouter. Ce que vous dites, ce que vous faites est extrêmement précieux. Vous êtes une boussole dans notre société, vous êtes lumineux à travers votre courage. Et ce que vous portez, la cause que vous portez est plus grande que vous, et je sais que vous mesurez que cette cause est plus grande que vous. Je sais que vous mesurez les enjeux qu'il y a derrière cette cause. C'est une cause dont on ne verra peut-être pas l'issue de notre vivant, mais on l'espère fortement. Dieu se mobilise pour la cause palestinienne et on voit ces derniers jours des sit-ins, c'est-à-dire qui se déroulent dans le cadre de la manifestation solidaire entre les universités. Hier, c'était une journée un peu tendue, il y avait de la tension. Pourquoi y a-t-il on va dire relativement peu de mobilisation quand on compare par exemple avec les États-Unis où il y a 67 campus qui résistent depuis des mois? Alors, la faible mobilisation, elle est relative, parce que si on compare à l'Allemagne, par exemple, on a l'impression qu'en France, il y a énormément de mobilisation comparé à l'Allemagne. Ce qui rend la mobilisation difficile, c'est la criminalisation. Et nous, à la France Insoumise, on l'a vu, ça nous a frappé depuis maintenant plusieurs jours, où on a eu le meeting de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan à Lille qui a été interdit. On a eu des conférences dans des universités qui ont été interdites, et récemment, on a eu des convocations pour apologie du terrorisme. Donc il y a réellement une volonté de criminaliser ceux qui sont les voix de la cause palestinienne en France. Et ça va au-delà, hein, ça va au-delà de la France Insoumise. Hein. C'est la journaliste Siam Assabag, c'est le leader syndical et l'ancien candidat au présidentiel Anas Kazib, c'est vraiment un syndicaliste de la CGT Nord qui a été condamné à de la prison en sursis pour un tract qui appelait, qui soutenait la cause palestinienne. Donc il y a vraiment une volonté de criminalisation qui rend le contexte difficile. L'une des revendications à Sciences Po Paris, c'était aussi la fin des poursuites contre les étudiants. On parle de poursuites administratives, on parle de sanctions administratives contre des étudiants qui soutenaient la cause palestinienne. Donc on met en danger leur cursus, leurs études pour leur engagement pour la cause palestinienne. Ils ont eu gain de cause.
Et c'est peut-être quelque chose qui va inspirer le reste des universités à se mobiliser. On le voit déjà à la Sorbonne, on le voit déjà à Paris 8, à Saint-Denis. Peut-être que la victoire de Sciences Po hier, ça va entraîner une généralisation des mobilisations dans les universités. Donc on va parler des professeurs. Est-ce que, si j'ai bien compris d'après ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'effet de l'intimidation et les accusations d'islamo-gauchisme qui a commencé il y a 3 ans et ça revient ces derniers mois dans les universités et avec l'apologie aussi du terrorisme, donc qui ont laissé les professeurs silencieux, on va dire, à l'écart aussi de cette mobilisation, contrairement à ce qui s'est passé aux universités aux États-Unis, au Columbia, à Harvard et tout. Il y a aussi une question politique différente. Aux États-Unis, il y a une liberté stricte. Ça veut dire qu'en gros, l'État n'intervient presque pas dans les questions politiques et assume une liberté politique totale. C'est pour ça qu'on a des mouvements extrémistes de haine qui sont très nombreux aux États-Unis et qui ne peuvent pas être légaux en Europe. En fait, c'est toute une vision de la politique qui est différente. C'est-à-dire, en France, la liberté académique et la liberté d'expression ne vont pas ensemble? La liberté d'expression est limitée en France. Il y a des outils qui permettent de limiter la liberté d'expression, qui existent. D'ailleurs, la loi d'apologie contre le terrorisme, quand elle est votée en 2014, le renforcement de cet arsenal, elle permet aussi de poursuivre des gens et de ficher des gens sur leurs opinions politiques. Il y a aussi les fiches S qui ont été utilisées contre les militants écologistes. Il y a tout un arsenal répressif qui existe en France qui permet de limiter la liberté d'expression. Et en fait, cette liberté académique, elle est menacée, comme vous l'avez dit, depuis 3 ans avec ces accusations d'islamo-gauchisme, qui en réalité, tous les experts l'ont dit, il n'y a aucun fond scientifique qui permet de caractériser une théorie d'islamo-gauchisme. Mais en réalité, en fait, c'est tout simple. C'est un mouvement qui a été établi depuis quelques années maintenant, qui est une laïcité agressive, qui vise à stigmatiser les populations musulmanes en France, et tous ceux qui les défendent, comme la France Insoumise ou comme d'autres mouvements de gauche de rupture, sont caractérisés comme des islamo-gauchistes. Ça permet de discréditer leurs paroles, en fait. D'ailleurs, à propos de tout ce qui concerne l'intimidation, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange le plus en France? Être pro-Palestine ou être arabe musulman? Ah, les deux, si vous les avez ensemble, c'est déjà pas mal. Mais par contre, effectivement, il y a un fond qui est basé sur l'islamophobie dans la répression de la cause palestinienne. Il y a tout un arsenal de répression des libertés qui a été expérimenté dans les banlieues et qui a été expérimenté sur les populations musulmanes, qui est maintenant utilisé pour réprimer les militants de la cause palestinienne. Mathilde Panot, c'est la présidente du groupe d'opposition au gouvernement de Gabriel Attal et au président Macron. Et c'est choquant d'imaginer que Mathilde Panot va être convoquée par la police pour avoir appelé à la paix, pour avoir dit qu'il fallait trouver une solution pacifique à travers la diplomatie, qu'il ne fallait pas encourager l'escalade, qu'il fallait se fier au droit international. Tous ces termes-là, maintenant, dire ça, appeler à un cessez-le-feu, ça peut vous entraîner devant la police en France. Donc à quel point l'utilisation du mot, l'antisémitisme est devenue l'arme de l'autre camp qui veut garder la main sur les médias, sur les manifestations. Et est-ce que c'est vrai, il y a une certaine instrumentalisation de la justice française ? De la justice française, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation pour l'instant. À part le syndicaliste de la CGT du Nord, qui pour le coup est une condamnation choquante. C'est une condamnation à de la prison avec sursis pour un tract. Donc c'est inédit et c'est effrayant. Je ne sais pas si c'est un phénomène général. Par contre, ce qu'on observe s'agissant de l'antisémitisme, moi personnellement j'ai toujours combattu l'antisémitisme dans le monde arabe, j'ai toujours combattu l'antisémitisme en France, mais si il s'agit de dire que quiconque remet en cause la politique coloniale d'apartheid d'Israël est antisémite, on ne sera pas d'accord, et on ne sera jamais d'accord, parce que on essaye en fait d'édulcorer la fenêtre médiatique de parole. On essaye de rendre plus difficilement acceptable toute critique d'Israël. Si vous utilisez le terme de colonial
on vous dit que vous insinuez la destruction d'Israël. Non, on insinue rien en fait, c'est un fait. Il y a des incursions coloniales qui continuent d'Israël, qui veulent encore plus de territoire palestinien, et c'est une réalité de le dire. Être accusé d'antisémitisme pour relayer des faits de droit international, c'est une aberration. Et en fait, c'est parfaitement cohérent finalement, parce que quand M. Netanyahou dit le droit international c'est antisémite, quand il dit l'ONU est antisémite, c'est finalement la même ambiance qu'on retrouve chez les personnes qui défendent ce régime en France. C'est des gens qui utilisent l'accusation d'antisémitisme comme un moyen de faire taire les voix palestiniennes. On va parler avec vous sur l'état du journalisme en France. Depuis le 7 octobre, la phrase qui s'honore toujours, c'était « Do you condemn Hamas ?» Est-ce que vous condamnez Hamas? Et maintenant, ça devient c'est de l'antisémitisme, etc., etc. Comment vous évaluez l'indépendance des médias en France et à quel point ils sont fidèles à leur ligne éditoriale? C'est important parce que vous avez fait le lien tout à l'heure avec l'islamophobie. Et je pense que c'est important de faire le lien aussi avec l'extrême droitisation des médias en France. Il y a des personnes qui rachètent de plus en plus de médias pour développer une ligne éditoriale d'extrême droite propice à Éric Zemmour, à Marine Le Pen et à toute la droite identitaire. Ces gens-là ont trouvé un intérêt dans la criminalisation de la cause palestinienne pour discréditer la gauche de rupture, pour pousser de plus en plus de gens à gauche à remettre en question leurs principes et à peut-être être un peu plus silencieux sur la cause palestinienne. Et en fait, ça, pour moi, c'est une conséquence de l'extrême droitisation des médias. Quand on change le narratif de l'histoire, quand on change la réalité historique et qu'on commence l'histoire du conflit à partir du 7 octobre, ce n'est pas du journalisme. C'est de l'éditorialisme, c'est de l'opinion. Parce qu'on ne peut pas, en tant que journaliste, on a une déontologie à respecter. Je pense que quiconque a pratiqué ce métier pendant quelques mois, quelques années, connaît cette déontologie et sait qu'on doit contextualiser chaque action. Quel que soit, on doit l'expliquer. Et en fait, à partir du 7 octobre, on avait une injonction à ne pas expliquer. Si vous expliquez, vous justifiez. C'est pas vrai. On ne justifie rien. On dit juste que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça n'a pas commencé l'année dernière. Ça a commencé depuis 70 ans. Est-ce que ça a changé pour l'opinion publique par rapport à l'histoire de la cause palestinienne, que ça a commencé depuis 75 ans? Est-ce que les gens ont commencé à voir les atrocités qui durent depuis des années? Et est-ce que il y a c'est pas une divergence, est-ce qu'il y a une ouverture maintenant d'esprit et les gens sont de plus en plus curieux à lire et à savoir sur les causes réelles de ce conflit? Je pense que oui, et je pense que c'est surtout un phénomène inverse. Je pense que les médias, et certains médias d'extrême droite, on ne va pas généraliser sur tous les médias, parce qu'il y a des médias qui font très bien leur boulot en France, mais ces médias-là essayent d'empêcher la cause palestinienne de prendre de l'ampleur. C'est un échec. Maintenant, en France, dans toutes les universités, on parle de ça. Dans toutes les sphères politiques, on parle de ça. À l'Assemblée nationale, on parle beaucoup de ça. Et en fait, l'échec était de l'argument de arrêter d'importer le conflit. Non, on ne l'importe pas, c'est une réalité. La jeunesse mondiale se sent touchée par la cause palestinienne. Et c'est un phénomène parce que c'est ce qu'avaient dit les experts d'Afrique du Sud lors de la plainte pour génocide, c'est que c'est le premier génocide qui est diffusé en direct, qui est diffusé en direct sur les réseaux sociaux et qui est documenté par les victimes de ce génocide. Donc en fait, on ne peut pas ne pas être touché. Donc finalement, c'est un échec ce qu'ils ont essayé de faire, d'invisibiliser cette cause. Et maintenant, ils sont en train de criminaliser la cause parce qu'ils n'ont pas réussi par l'influence médiatique, et du coup c'est par l'instrument juridique qu'ils sont en train d'essayer de faire taire les voix palestiniennes. Et je pense qu'ils vont malheureusement pour eux échouer de nouveau. Exactement. Le discours officiel de la France n'a jamais condamné, bien sûr, Israël, ni par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, ni par rapport à ce qui s'est passé même pour l'Iran. Le débat n'existe plus maintenant en France. Il y a un blocage où c'est tout ce qui est le contraire de la politique de Macron est interdit. En fait, en termes de liberté d'expression, oui, il y a une criminalisation, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début de cette interview, mais il y a aussi
chez Emmanuel Macron, des moments de condamnation des incursions coloniales, par exemple. Il a du mal à parler de ce qui se passe à Gaza, il a du mal à sortir de la ligne de M. Netanyahou, mais s'agissant de la Cisjordanie, il a de nombreuses fois exprimé des préoccupations. C'est déjà très faible, mais on a déjà bien avancé depuis le 7 octobre. Ce qui veut dire qu'en réalité, le travail qu'on fait à la France Insoumise et chez toute cette gauche de rupture est important, parce qu'il met la pression sur ce gouvernement. Il dit, on va pas vous laisser ignorer ce génocide, on va pas vous laisser faire comme si de rien n'était. Et en fait, en remettant la question sur la table, en faisant un élément central dans cette campagne européenne, on est en train de dire, on ne peut pas, nous en France et en Europe, accepter ce qui se passe. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et je pense que c'est ça tout l'intérêt politique de la chose. Et là, ça me vient cette question. Est-ce que le monde arabe pose cette question? Est-ce que vous voyez les mêmes atrocités que nous sommes en train de voir sur les télés, sur nos portables, chez vous en France? Est-ce que vous regardez toujours les mêmes crimes qui se commettent tous les jours? C'est ça, l'impression générale, c'est qu'on est dans un monde où il y a 2 poids de mesure, ça c'est sûr. Donc, est-ce que c'est la pression de la politique américaine, bien sûr, sur l'Union européenne, ou c'est le choix d'Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'engagement de la France avec Israël? Alors je dirais que c'est un choix d'Emmanuel Macron, parce que même avant la riposte iranienne, même Joe Biden a commencé à évoquer la conditionnalité de la livraison d'armes à Israël. Chose qu'en France, ça n'a jamais été évoqué. Quand on dit depuis... Alors que réellement, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, bien sûr que non. Mais il l'a évoqué. Emmanuel Macron a toujours... pour faire taire aussi les manifestations... mais il y a bien un changement de ligne. Au sein même de la Maison-Blanche, c'était... Bien sûr, mais il y a bien quelque chose dont on accepte de discuter, ça veut dire. C'est quand il y a 60 personnes du Congrès américain qui demandent à Joe Biden la conditionnalité de la livraison d'armes, quand il y a une tribune sur le New York Post qui dit qu'on ne peut plus continuer de livrer des armes à Israël dans ce contexte-là. Il y a quand même une évolution dans le débat, au moins. En France, quand on dit on ne peut pas continuer de livrer des armes défensives à Israël, et c'est ce qu'on fait, on continue de le faire, et c'est ce qu'on dénonce à la France Insoumise depuis longtemps, on demande un embargo sur les armes, on n'est pas entendu. On n'est même pas considéré par le ministère des Affaires étrangères ni par le gouvernement. Donc il y a bien un problème politique qui dit que Emmanuel Macron a une ligne claire sur ce qui se passe à Gaza et sur ce qui risque d'arriver à Rafah. On ne va pas toucher à Israël. D'accord. On va rester avec Emmanuel Macron, mais on va aller vers sa lecture pour l'Europe. Donc, on va prendre un extrait du discours du président français Emmanuel Macron sur l'Europe et on revient pour l'analyser. Nous vivons un moment décisif. Notre Europe peut mourir, je vous le disais. Et elle peut mourir pour une forme de ruse de l'histoire. C'est qu'elle a fait énormément de choses ces dernières décennies. C'est qu'en quelque sorte, les idées européennes ont gagné le combat gramscien. C'est que tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le « oui mais », qui est dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple, mais je le ferai en ne respectant pas les règles, mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements ». Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir. Est-ce qu'il s'agit d'un diagnostic juste ou c'est un discours pour relancer la campagne électorale de son parti pour les élections européennes? C'est un diagnostic qui inverse le constat. C'est impressionnant chez Emmanuel Macron comment il a réussi à faire ça. Il dit « les nationalismes n'osent plus dire qu'on va quitter l'Europe parce que concrètement, nous les libéraux, les capitalistes, on a gagné ». Ça n'a aucun sens. Les nationalistes ne disent plus qu'ils ne vont pas quitter l'Europe parce qu'ils sont déjà très forts en Europe, parce qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Les sondages annoncent que la liste du RN va faire plus de 30%. Les sondages annoncent qu'une autre liste d'extrême droite risque de faire 6%. Donc les nationalismes et l'extrême droite se renforcent en Europe. Plus besoin de quitter l'Europe si on devient majoritaire en Europe. Et en fait, Emmanuel Macron transforme
transforme une défaite idéologique de son camp, qui n'a fait que renforcer l'extrême droite, en une victoire. Il la présente comme une victoire. Mais je pense qu'il ne peut pas honnêtement penser que c'est une victoire. C'est une stratégie de communication pour relancer sa campagne européenne qui est en arrêt, parce qu'il n'y a rien concrètement de nouveau à proposer sur l'Europe. Il est en concurrence avec une autre liste de centre-gauche de Raphaël Glucksmann, qui est très très proche de sa ligne politique, et qui finalement on n'arrive pas à les différencier. Donc sa stratégie de différenciation, c'est de faire du triomphalisme. D'accord. Maintenant, on va voir, d'après vous, votre estimation et votre lecture pour la loi britannique sur l'expulsion des migrants vers Rwanda. Est-ce que c'est une faillite morale, tout d'abord, et est-ce qu'elle sera suivie par les autres pays européens, y compris la France ? C'est d'une tristesse déjà sans précédent, parce que le sujet de la migration, moi c'est un sujet personnellement qui me touche beaucoup, vu que je suis un immigré en France. Et quand on voit les morts en Méditerranée, quand on voit déjà la politique d'externalisation des frontières de l'UE, on se dit que ça ne peut pas être pire. Là, le Royaume-Uni vient de nous prouver qu'on peut faire pire. Non pas juste en externalisant les frontières, en délocalisant le traitement de l'immigration, en créant un centre de rétention délocalisé dans un pays souverain, mais qui prête sa souveraineté au Royaume-Uni. Et en fait, c'est une victoire de l'extrême droite. C'est une victoire de l'extrême droite européenne, qui a réussi à changer la narration politique et qui fait croire que l'immigration est un problème, et qui fait croire... Il y a l'Albanie aussi qui a fait le même choix. Oui, mais de plus en plus de pays font ce choix-là, d'externaliser les frontières, ça veut dire de confier la responsabilité à d'autres pays de gérer le flux, soit en transférant carrément les centres de rétention à l'étranger. Et c'est effrayant, parce que on ne connaît plus de limites de limites légaux ou de limites moraux pour traiter cette question. Il y a une surenchère partout en Europe, des propositions populistes et extrémistes sur la question de l'immigration, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'invasion migratoire. Tous les chiffres le montrent. Il n'y a pas ces fantasmes de l'extrême droite sur le grand remplacement. C'est le meilleur moyen qu'ont trouvé les libéraux et l'extrême droite pour justifier de la crise économique, l'immigration est un merveilleux moyen de se déresponsabiliser de la crise. C'est un merveilleux moyen pour dire non, mais c'est pas notre politique qui est problématique, c'est juste qu'il y a des immigrés qui viennent et qui prennent vos places. Et c'est la victoire idéologique de cet extrémisme. Oui. Emin Snoussi, collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale française, si vous nous expliquez ce métier, c'est quoi exactement ? Normalement, c'est une question qui doit être posée au début. Mais moi, j'ai voulu laisser ça à la fin pour avoir une idée sur ce métier. Ce métier, il est tout simple en fait. C'est un métier de cabinet, comme un ministre a son cabinet, comme un président a son cabinet, un député a aussi son cabinet. Donc, il a des gens qui travaillent pour l'aider en conseil politique, en communication, en administration, etc. Et il y a un rôle évidemment politique, parce qu'on doit être en accord avec les valeurs et les idées du député et du groupe parlementaire qu'on représente. Et il y a aussi un rôle technique, à savoir lui fournir les meilleurs éléments pour être au mieux. Vous envisagez une carrière politique ? Je sais pas. J'envisage pas plus loin que cette interview. Emin Snoussi, merci beaucoup. Espérons vous voir toujours avec un grand plaisir ici à Radio Express et surtout en Tunisie. Je suis là tout le temps. Donc. ميرسي. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء. كنت معكم منال السيسي. عندي برشا عليها وجات اليوم بحذنا. شكرا لك منال، شكرا لك تقوى المديوني في الإخراج الرقمي، وياسين الحافي كالعادة معكم في التنسيق العام الحصة. وما تنسيوش بتعاودوا تتفرجوا في الحصة من بعد على اليوتيوب، وتنجموا تشوفوا أبرز تصريحات ضيوفنا على اليوتيوب، على انستغرام وعلى تيك توك بتاع جيو اكسبريس. يا منال رواليو عنا ذوما الكل. شكرا لكم مستمعينا، نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه. كنت معكم عوض